De retour, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité, Dr Assam Abdel Fattah. Bonsoir, Dr Assam. Bonsoir. Merci bien, en fait, de nous joindre aujourd'hui à l'émission de direct. Ça tombe bien, puisque on va parler de la situation dans le monde arabe, au Moyen-Orient en général. On a un peu parlé avec Dr Mohamed Nasser, qui était vice-président du Parti des Wafd, il y a quelques minutes, concernant la situation en général. Je m'arrête avec vous, commencer notre interview avec la situation en Syrie aujourd'hui et surtout après les négociations de Genève 4, peut-être des négociations qui ont été vouées à l'échec comme attendu de la part des analystes, mais on parle de ce sommet intersyrien organisé par les Nations Unies avec une seule chose qui a peut-être changé, la stratégie américaine en Syrie a-t-elle changé avec l'arrivée de Donald Trump ou pas? Si, pour la stratégie américaine, bien sûr, elle a changé. Elle a changé. Je vous dirais que même à la fin, le dernier jour de Obama, en fait, la stratégie américaine a commencé à changer un petit peu. Puis après, on voit actuellement sur la scène politique une sorte d'entente entre la Russie et les États-Unis, c'est-à-dire un rapprochement entre Trump et Poutine. En ce qui concerne cette stratégie et aussi les procédures à prendre vis-à-vis de la guerre qui se déroule sur la scène syrienne. En ce qui concerne peut-être Genève et aussi toutes les tentatives pour rallier les belligérants, c'est-à-dire que d'abord d'un côté l'armée syrienne libre, c'est-à-dire constituée de l'opposition syrienne, et puis après l'armée de l'État, on voit actuellement il y a toute négociation a été vouée à l'échec, étant donné que l'opposition en fait impose des conditions préalables pour pouvoir en fait mener les négociations au bout. Or certainement on voit que la Syrie actuellement refuse complètement la condition certainement préalable qu'impose l'opposition syrienne, c'est le départ définitif de Bachar el-Assad, ou bien or certainement on ne peut pas poser cette question, c'est-à-dire cette condition pour mener les négociations. Et ça, à mon avis, ça c'est la raison fondamentale pour laquelle toutes les tentatives de négocier ont été vouées à l'échec. Ça c'est d'un côté. En ce qui concerne la stratégie américaine, comme je viens de vous dire, qu'elle s'accorde, en fait, se conforme un petit peu à la décision russe. Justement, la Russie, c'est qui mène tout à fait qui mène les négociations, enfin, qui rassemble les partis et qui rassemble les opposants et tout le monde. En ce qui concerne le front, enfin la guerre contre les terroristes, je pense qu'il y a quand même une grande avancée, à tel point que les terroristes ont commencé à appliquer ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire, le Daesh, à titre d'exemple, les terroristes détruisent les maisons, les biens, à titre d'exemple, s'attaquent aussi aux civils. C'est le même scénario qu'on constate en Irak aussi. Docteur Assam, pourquoi Stéphane de Mistura, lorsque ces négociations de Genève ont été organisées sous l'égide des Nations Unies, Genève 4, pourquoi n'a-t-il pas considéré en tant que négociation multipartite et non pas seulement entre l'opposition et entre le régime de Bachar el-Assad? Pour deux raisons, en fait. C'est qu'on sait très bien que la Russie qui, en fait, sélectionne les négociateurs. Ça, c'est une chose. Et quand je dis sélectionne, ça veut dire que ça implique l'exclusion d'autres. C'est-à-dire on choisit certains et on exclut d'autres. Ça, c'est une chose. Et puis après, c'est que les obstacles qui sont en fait provoqués par certaines parties, c'est-à-dire certains partis qui veulent justement imposer des conditions préalables pour accepter en fait le principe de négociation. Et comme il y a des conditions qu'on ne peut pas admettre absolument, puisqu'il y a actuellement un régime sur le plan du droit international est considéré comme le seul régime légitime. Et puis, si vous voulez négocier, justement, on ne peut pas imposer des conditions préalables. Ça, c'était les deux raisons, à mon avis, sont les deux obstacles majeurs pour que les négociations aboutissent. Vous avez cité, Dr Assam, il y a quelques instants, d'un rapprochement États-Unis-Russie. Comment vous voyez ce rapprochement ? Eh bien, vous savez qu'il y a un certain nombre de conseillers américains qui ne sont pas tout à fait d'accord. Ils sont républicains, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur ce rapprochement. Or, étant donné qu'on a vu, il y a quand même quelques
quelque chose qu'on a pu constater sur la scène politique depuis l'accession au pouvoir. On a vu par exemple, on a entendu par exemple une partie de la presse américaine et aussi des agences de presse et même, il y a quand même des sources américaines qui ont déclaré que la Russie en fait a procédé à une certaine stratégie pour que Trump réalise une victoire électorale. On a vu par exemple mise sur écoute, à titre d'exemple, et puis après on voit quand même un scandale qui a poursuivi Hillary Clinton, et c'était la raison pour laquelle elle a échoué. Et puis, il y a d'autres choses, certainement. Et puis après, on a vu des accusations. Donc, il y a quand même un certain soupçon, un certain doute qui plane sur l'atmosphère politique et qui fait que la Russie, certainement, est un allié maintenant avec les États-Unis. Et cela, en fait, a incité beaucoup d'observateurs et beaucoup d'analystes à dire que nous sommes, en fait, nous sommes sur le point de voir une nouvelle ère politique. C'est-à-dire, on a l'habitude de voir deux superpuissances. À cause de l'arrivée de Donald Trump, Dr. Hassan, à cause de la Russie, l'avancée de la Russie, c'est-à-dire la Russie quand même progresse extraordinairement. Et puis et la Russie maintenant pourrait, c'est-à-dire quelle que soit la véridicité des rumeurs qui circulent et selon lesquelles que la Russie était justement à l'origine de la victoire électorale de Trump. Quelquefois, c'est la première fois de voir quand même un rapprochement entre les deux présidents. Et puis, ils sortent une entente sur quelques dossiers. C'est-à-dire, il y a des dossiers, par exemple, sur lesquels on avait pris l'habitude de voir toujours un conflit, un litige, un désaccord entre les États-Unis et la Russie. Et maintenant, on voit que ces négociations mènent quand même vers des solutions. Enfin, on peut dire aussi la concession majeure qui a été faite par l'administration américaine vis-à-vis du rôle de la Russie dans le dossier syrien. C'est-à-dire, on laisse la Russie, certainement, on lui confie le rôle principal. Principal, oui. Aujourd'hui, la Turquie aussi, Dr. Hassam, par la voix de son chef d'état-major, elle affirme que elle se considère plutôt comme un acteur clé dans le dossier syrien, la Turquie, et qu'ils se sont félicités de s'être emparés, par exemple, du fief d'Al-Beb, les Turcs. Et on remarque un assouplissement. C'est un article que j'ai croisé, en fait. L'analyste ou l'écrivain, il parlait d'un assouplissement de la position turque, un peu, surtout avec l'arrivée de Trump et aussi avec la position de la Russie qui est là-bas en Syrie, en fait, l'intervention ou la présence russe en Syrie depuis 2015 et avec l'arrivée de Donald Trump. Cet assouplissement, est-ce à cause de sa victoire qu'elle considère une victoire contre les forces kurdes? Et aujourd'hui, la Turquie est-elle convaincue complètement que Bachar el-Assad n'est pas à exclure, en fait, des négociations? Oui, premièrement, la Turquie a été convaincue justement par la partie russe, bien sûr, de la nécessité de maintenir le régime de Assad, parce qu'actuellement, c'est une guerre de qui contre qui. Il y a beaucoup de partis qui sont impliqués dans cette guerre. Et puis, quand même, la Turquie risquait quand même de perdre complètement sa cause. Quand c'était à la cause, c'est-à-dire ce qui obnubile, en fait, le gouvernement turc, c'est quoi? La présence des Kurdes. Ça, c'est le dossier kurde qui effraie un petit peu le gouvernement turc. Alors, il y a aussi entre la Turquie et la Russie une sorte d'entente, c'est-à-dire que, disons, un compromis. Et quand je dis compromis, ça veut dire qu'il y a des considérations importantes qui ont été tenues en compte, c'est-à-dire le dossier kurde. Mais il y a autre chose quand même, un grand facteur à mon avis, qui est le facteur fondamental, c'est-à-dire les troubles qu'on voit sur la scène politique intérieure turque. Actuellement, il y a eu un coup d'État qui a été voué à l'échec, premièrement, puis après il y a des élections. Il y a actuellement un grand procès et dans l'atmosphère politique, ou disons dans l'intérieur, il y a la politique intérieure, il y a beaucoup d'obstacles, ce qui fait que la Turquie quand même a fait des concessions un petit peu sur la scène syrienne. C'est-à-dire qu'il y a une différence majeure entre la politique turque actuellement et la politique turque sous Obama, à titre d'exemple.
Alors, moi, je pense que ça, c'est le facteur majeur. C'est-à-dire que les troubles internes qu'éprouve actuellement le gouvernement turc, et puis après, les législations. Il y a des législations, on prévoit les législations à tel point que le gouvernement, qui est certainement le gouvernement d'Erdogan, et Erdogan lui-même, on a vu même les médias jouent un rôle primordial pour maintenir au pouvoir Erdogan, et aussi pour braquer tout le monde, l'opinion publique, contre l'opposition, et l'opposition qui était à l'origine d'un coup d'État. Même sur le plan artistique, on a vu par exemple un film qui a été projeté, Reyes, c'est un film Reyes, c'est pour faire une sorte de propagande en faveur d'Erdogan. Docteur Hassam, avant de parler de l'Égypte et de son rôle, surtout dans la crise libyenne et son rôle dans l'afflux des migrants, je voudrais surtout citer comment vous évaluez le trio Russie, Iran, Turquie. Ah oui, c'est-à-dire, moi, je pense que ce trio, c'est le trio en fait qui a actuellement la puissance, soit en acte, c'est-à-dire que ce sont vraiment les acteurs qui tirent la ficelle. C'est-à-dire que ce sont les acteurs qui jouent le rôle important. Au Moyen-Orient ou en Syrie? C'est-à-dire au Moyen-Orient quand même, il y a, en ce qui concerne la Russie, il y a, à mon avis, il y a une différence entre la Russie aujourd'hui et la Russie il y a quelques années, bien sûr. La Russie, en fait, intervient dans tous les dossiers, même, je dirais, même dans le dossier syrien, libyen. Et le rapprochement entre la Turquie et aussi la Russie, le désaccord qu'on pouvait voir d'abord qu'on peut voir actuellement entre Erdogan et l'Union européenne. Vous savez, l'Union européenne n'est pas du tout contente en fait de la politique turque, et ce qui fait que ça, à mon avis, explique le rapprochement turc-russe. Et puis l'Iran, bien entendu, c'est un grand allié du régime syrien. Le grand allié du régime syrien. Mais en ce qui concerne le Moyen-Orient, j'aimerais bien vous dire une chose, c'est qu'en ce qui concerne la relation entre la Turquie et l'Irak, c'est quand même, il y a une certaine tension, parce qu'il y a une présence turque en Irak, et cette présence turque était, à mon avis, une raison d'une grande dispute ou d'un conflit enfin un litige entre le gouvernement irakien et le gouvernement turc. Et c'était aussi un des sujets importants qui ont été soumis à la discussion au cours de la 147e session de la Ligue arabe. Oui, tout à fait. D'accord. Je parle maintenant de l'Égypte, comme vous l'avez suivi certainement à travers la radio et les nouvelles. Et la dernière visite d'Angela Merkel et ses rencontres, ses discussions avec le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, n'étaient pas seulement centrées sur l'économie, le commerce et l'industrie, mais lors de la conférence de presse, ils ont surtout parlé qu'aujourd'hui l'Europe, elle a compris qu'elle a pris part de cette vague de terrorisme et qu'elle comptait sur l'Égypte concernant le trafic illégal, concernant l'afflux des migrants. Et en comparaison, disons, comme la Turquie l'avait signé par exemple avec l'Union européenne pour empêcher ce flux de migrants côté Méditerranée, côté Est plutôt, Europe de l'Est. Aujourd'hui, ça pèse sur l'Égypte. Et que pourrait faire l'Égypte en fait en ce sens, Dr Hassam, et comment stopper ce trafic illégal? Est-ce à travers les frontières maritimes ou est-ce à travers quoi exactement? Bien, ça c'est une très bonne question, parce que vous savez que cette visite, enfin l'économie est liée en fait à ce sujet de la migration clandestine ou bien à la fuite des migrants et des réfugiés. Vous savez que c'est un dossier qui cause mal de tête en fait au gouvernement allemand, étant donné qu'il y a aussi des législatives, c'est-à-dire à la porte. On s'approche de législation et que Angela Merkel actuellement suscite l'indignation de l'opinion publique. Elle est la cible d'une indignation publique en Allemagne. C'est pour cela qu'elle veut justement faire quelque chose pour régler cette question importante, c'est la migration, les immigrés. Vous savez que le seul pays en fait qui se dresse debout et qui mène le combat contre les terroristes activement, c'est l'Égypte. Alors l'Égypte, qui tient une carte très importante, c'est-à-dire que l'Égypte est une puissance importante, majeure dans la région, avec laquelle il faut vraiment discuter, parce que l'Union européenne compte en fait sur le rôle égyptien dans la guerre contre les terroristes. Et le terrorisme, enfin, aussi trouble tous les pays européens, vu les récents attentats survenus sur la scène européenne.
Alors, lors de cette visite, il y avait d'abord, c'est que la presse et les médias nous parlent d'une certaine solution, enfin certaines propositions plutôt, sur laquelle quelques puissances européennes étaient d'accord. On a réfléchi, si c'est la possibilité d'aménager une zone dans cette région, c'est-à-dire une zone, au lieu par exemple que les pays européens soient une scène d'accueil des immigrés, alors pourquoi pas aménager ou construire une certaine zone dans le désert égyptien, mais c'est à terre refusé. Je m'excuse de vous interrompre. En fait, lors de la conférence de presse, elle avait demandé au chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi comme si insinué que pourquoi pas faire des camps en Égypte. Oui, le chef de l'État, il a répondu en disant qu'on a déjà plus de 3 millions de Syriens, que en fait, ce ne sont pas des Syriens, mais des Égyptiens en fait qui vivent en Égypte. Oui, mais c'était la solution. Moi, je parle de la motivation d'abord. La motivation de cette visite. Elle avait en tête, ça vous expliquez très bien, vous avez dit, elle a même exprimé, elle a émis cette solution. Or, on a vu la réponse du président, on accueille enfin des réfugiés. Et je pense aussi, c'est qu'elle a visité la Tunisie. C'est pour faire la même proposition. Parce qu'elle n'a pas en fait en tête une idée précise, une proposition précise. Est-ce que cette zone doit être créée en Égypte ou bien en Tunisie? Enfin, c'est dans cette zone qui regroupe les trois pays, Tunisie, l'Égypte. Enfin, et puis après, la solution, en fait, la réponse aussi plus importante du gouvernement égyptien, du président Sisi, non, je pense que la meilleure chose, parce qu'on sait très bien que la raison aussi fondamentale de ce phénomène, la migration, c'est quoi? C'est que les pays d'où viennent les migrants sont des pays qui souffrent sur le plan économique. Alors si par exemple, à travers les investissements et les assistances économiques fournies à ces pays, on pourra vraiment investir, créer un climat de travail susceptible de créer beaucoup d'opportunités de travail, d'emploi, alors on pourra résoudre partiellement ce problème. Et ça, c'est, à mon avis, ça c'est le sujet important, un des sujets plus importants qui a été discuté entre le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN. Oui. Docteur Hassan, comment aujourd'hui l'Égypte peut-elle, en tant qu'acteur aussi clé dans le dossier libyen et ses discussions avec les trois voisins de la Libye aujourd'hui, comment peut-elle juguler donc cet afflux de migrants, ce trafic illégal qu'on juge d'illégal à travers les côtes et les frontières maritimes avec la Libye? Enfin, l'Égypte est un exemple en fait à suivre pour ces pays, parce que lorsque l'Égypte a décidé justement de bloquer complètement la voie de l'immigration, elle l'a fait. C'est-à-dire que maintenant, il n'est plus possible de voir par exemple des migrants sortant de l'Égypte vers l'Europe. C'est fini. C'est-à-dire que l'Égypte, qui dispose des forces, je dirais forces militaires, la garde-côte par exemple, elle a en fait bloqué ce chemin-là. Or, pour les autres pays, eux, ils ont un grand rôle à jouer. L'Égypte pourrait peut-être coopérer avec ces pays, justement, pour... Enfin, la Tunisie, à titre d'exemple, mais la Tunisie a procédé à la même solution actuellement. La Tunisie commence à bloquer. Mais vous savez que c'est que les migrants ne viennent pas seulement, quand je dis de l'Afrique du Nord, ce n'est pas seulement l'Égypte et la Tunisie ou l'Algérie ou le Maroc, mais il y a aussi les pays africains, certainement. Il y a beaucoup d'Africains. Il y a beaucoup d'Africains qui viennent, par exemple, de Tchad, du Sénégal, du Ghana, eux qui prennent la route vers l'Europe, même à la nage parfois, vous savez. Donc, mais le plus important, c'est de mettre fin à ce phénomène de passeur. Il y a un passeur qui intervient et qui aide les migrants à sortir. Ça, c'est un problème majeur. Enfin, le grand problème, à mon avis, c'est-à-dire que justement, d'aller vers la racine du problème, c'est-à-dire c'est l'économie, les investissements et aussi la stabilité économique. Stabilité politique aussi, docteur Hassan. Absolument. Comment vous voyez en fait donc sur le plan politique aujourd'hui la Libye, par avec exemple. une Égypte qui essaie avec tous les atouts qu'elle a, avec tous les avantages, avec toutes ces initiatives, la position reste un peu brouillarde. Oui, c'est la nébuleuse. Je comprends, je suis complètement d'accord, et que c'est en fait, c'est incontrôlable.
c'est-à-dire que c'est incontrôlable. Actuellement, on voit un gouvernement divisé entre deux gouvernements, et puis après, il y a des zones justement incontrôlables, des tribus, et qu'on n'arrive pas justement à protéger ou à garder toutes les frontières libyennes. Hein, vous savez que très bien que la Libye aussi était une source aussi de grands problèmes pour l'Égypte à cause du trafic d'armes maintenant. Oui. Mais c'est grâce à l'armée égyptienne qu'on a pu complètement bloquer ce chemin. Mais ça c'est plus important. La Libye et le dossier libyen était un des sujets principaux au fait, qui ont été soumis à la discussion entre Angela Merkel et Abdel Fattah el-Sisi. Oui, tout à fait. D'accord. Docteur Hassam, j'ai une question aussi qui pourrait certainement avoir une relation avec tout ça. C'est lors de la conférence de presse du chef de l'État avec Merkel, quand elle parlait, ils ont évoqué la question du terrorisme et qu'elle avait affirmé qu'il avait aussi touché l'Europe et tout. Le chef de l'État était clairement très affirmatif en demandant aux pays qui financent le terrorisme d'arrêter de financer le terrorisme. Une déclaration très claire de la part du chef de l'État, sans bien sûr pointer du doigt les pays, mais cette question de financement, comment peut-elle très généralement même être réglée? Je pense, je pense que la solution a été proposée par aussi le gouvernement égyptien, le président égyptien. Il a dit que le seul moyen de combattre le terrorisme, c'est que tous les pays se réunissent ensemble. Il faut justement rallier tous les rangs, tous les pays ensemble, pour élaborer une politique commune antiterroriste. C'est-à-dire tous les pays. On ne peut pas combattre, on ne peut pas éradiquer le phénomène de terrorisme tout seul. Un seul pays ne peut pas. Alors à mon avis, la seule voie, et c'est la voie qui a été, en fait, c'est la solution qui a été émise par le président égyptien, c'est que tous les pays doivent justement se rallier ensemble et pour appliquer une politique solidaire commune. Justement, c'était une des recommandations du ministre algérien des Affaires étrangères lors de la clôture de cette 140e session du Conseil de la Ligue arabe. Oui. Si vous remarquez aussi... Les pays arabes, par exemple, vous avez entre les pays arabes eux-mêmes, vous avez Qatar et la Turquie. Où est le rôle de la Ligue arabe, docteur Hassam? Ah voilà, ça vous posez une question, c'est une question qui se pose éternellement, c'est où est toujours la Ligue arabe, enfin à tel point qu'il y a des analystes qui mettent en cause la Ligue arabe. La Ligue arabe, c'est un moment où les pays arabes se réunissent pour se disputer, comme c'est passé hier, par exemple. On l'a vu, c'est-à-dire entre l'Algérie et aussi le Maroc, hein, et puis après l'Irak et le Qatar aussi. Vous savez que l'Irak... Oui, quand on parle d'une position arabe commune, d'une action arabe commune... Oui, les intérêts sont... Enfin, on ne voit pas, en fait... Vous savez que même... On a vu ça en Égypte, c'est-à-dire on a beaucoup souffert de la confrérie des frères musulmans, et puis la confrérie des frères musulmans est soutenue par quel pays? C'est le seul pays justement où se réfugient les frères musulmans, c'est maintenant le Qatar, et peut-être d'autres pays du Golfe. Mais je dirais Qatar, officiellement, c'est le pays, c'est là vraiment le terreau de la confrérie des frères musulmans. Et la même chose pour la Turquie. De même, la Turquie soutient la confrérie des frères musulmans. Et n'oubliez pas aussi que les États-Unis, en fait, a trop tardé à considérer la confrérie des frères musulmans comme vraiment un organe terroriste, enfin une organisation terroriste. Jusqu'à maintenant, il y a un débat. On n'a pas pris la décision définitive. Justement, est-ce que le terrorisme est-elle une des questions qui préoccupe Donald Trump? Oui, c'est vrai. Oui, le terrorisme, ça c'est la priorité. On a vu même le décret qui a été prononcé par Trump pour interdire. Mais vous savez que quand on dit le terrorisme, là, l'administration américaine a une certaine, et même l'Union européenne, a une certaine conception sur les terroristes, le terrorisme qui vient de l'islam, qui vient des musulmans, donc il faut barrer la route justement aux musulmans. Ouais. Ou bien peut-être la migration. Est-ce que vraiment c'est la migration et la cause du terrorisme? Il y a une étude qui a été faite récemment par un grand institut politique pour voir est-ce que la migration est à l'origine justement de ce terrorisme. Est-ce que les attentats qui ont été commis en Europe, à titre d'exemple, ont été perpétrés par des migrants? Non, du tout.
C'était en France, à titre d'exemple, je dis des Français d'origine maghrébine. Ça veut dire que la politique du gouvernement français, c'est la politique qui repose sur l'intégration. Oui. Cette politique a été vouée à l'échec aussi. Et n'a pas réussi à intégrer. Donc, on a vu, même il y a eu des éléments français, hein, c'est des Français de souche même, hein, qui ont rejoint le Daesh. On les a vus, des Allemands même, hein, et des Russes, belges, tout à fait. Oui. Alors, ça c'est... Enfin, si par exemple, si Trump lui-même aussi, il est obnubilé par ce dossier, il lie complètement les deux dossiers ensemble, en tout cas, c'était une priorité dans sa politique ou dans son programme politique qu'il a lancé au cours de son programme électoral. Et maintenant, on le voit actuellement, il commence à prendre des décisions importantes. Oui. Appliquer, oui, tout à fait. D'accord, allez, on va s'arrêter quelques instants pour suivre un compte-rendu sur la situation en Irak, la dernière situation. Comme d'habitude, Daesh qui recule un peu, les forces irakiennes essaient de prendre plus de contrôle. Cette fois-ci, l'étau s'est resserré contre le groupe terroriste de Daesh. Les forces donc irakiennes ont avancé depuis le début de la semaine dans le centre administratif de Mossoul-Ouest. Elles se sont emparées et sont arrivées à proximité à l'issue de combats acharnés de plusieurs bâtiments publics de la capitale de Daesh, comme la Banque centrale. La progression la plus lourde de ce sens politique est celle engagée pour la prise du siège du gouvernorat de cette province. Un compte rendu à Echel et Salah Al-Marabi sur la situation sur le terrain en Irak. Et après, je reprends avec Dr Hassan pour parler de peut-être l'issue politique de la crise en Irak. Les troupes de la police fédérale irakienne affirment avoir dégagé les terroristes de Daesh du musée archéologique de Mossoul qu'ils avaient vandalisé en 2015. Un officier des forces de réaction rapide, une unité dépendante du ministère de l'Intérieur, particulièrement en pointe dans l'offensive conduite sur la rive droite du fleuve Tigre, a précisé que la reprise du deuxième plus important musée du pays, après celui de Bagdad, avait eu lieu lundi. L'établissement a été complètement détruit par Daesh, qui a aussi pillé des objets. Une vidéo de Daesh diffusée le 26 février 2015 avait montré des terroristes en train de réduire en miettes à coups de masse des statues antiques, frises et autres trésors pré-islamiques. Selon des responsables des antiquités, près d'une centaine d'œuvres avaient été anéanties, endommagées, des originaux pour la plupart. Le prochain objectif des troupes d'élite irakiennes devrait être la grande mosquée de Mossoul, où Abu Bakr el-Baghdadi a proclamé le 29 juin 2014 le califat et appelé les musulmans à lui obéir. Son organisation contrôlait alors plus d'un tiers du territoire irakien et ses combattants étaient aux portes de Bagdad. La campagne pour la libération de Mossoul a débuté en octobre avec la participation des Peshmerga, les forces kurdes dans la plaine de la Ninive. Les forces irakiennes ont lancé à la mi-février leur opération militaire pour reprendre l'ouest de Mossoul après la reconquête fin janvier des quartiers est avec le soutien de la coalition internationale menée par Washington. Merci à notre collègue Salah Al-Marabi à Echel. Dr Hassan, je vous ai vu un peu optimiste quant à la position aujourd'hui, à la situation en Irak. Oui, certainement, parce que l'avancée quand même est réussie, complètement réussie. On a vu actuellement, vous savez que la réaction, et ça c'est même une déclaration qui a été faite par le Baghdadi lui-même, hein, c'est-à-dire qu'il a actuellement, c'est qu'ils ont essuyé beaucoup de défaites. Et puis, comme je vous ai dit au début, c'est qu'on voit actuellement, c'est la politique qui est appliquée par les terroristes, enfin Daesh en Irak, c'est la politique de la terre brûlée. On a vu par exemple une avancée vers l'est, puis après on a avancé vers l'ouest, et puis après il ne reste que quelques poches où se trouvent les terroristes, et puis après grâce certainement à la coalition internationale. Ça, c'est important aussi. Grâce à la coalition, les forces irakiennes ont pu avancer, ont pu libérer beaucoup de sites. Et là, vraiment, je pense que c'est que la bataille prendra fin très prochainement. En Irak. Est-ce que vous pensez que la faute de financement de ces groupes terroristes de Daesh en général est... Oui, parce qu'on leur a coupé la route de financement. Tout à fait. On a fait tarir les sources. Ouais. Oui, même en Syrie, c'est la même chose.
c'est la même chose. Vous savez que la stratégie militaire soit de l'armée syrienne ou soit de l'armée irakienne, c'est justement couper tous les moyens de munitions, toutes les voies de munitions dont profitent en fait les terroristes. Et le recrutement, Dr Hassam, aussi, avec la mort des grandes têtes de ces groupes terroristes, comment vous voyez aujourd'hui un manque de recrutement? Ça, oui, c'est un autre facteur. Mais est-ce que, vous savez que le problème maintenant, c'est que pour Daesh, c'est pas justement les Daeshistes qui se trouvent même en Irak. Vous savez qu'il y a aussi d'autres filiales, comme par exemple Wilayat al-Sham au Sinaï. Mais Wilayat al-Sham, en fait, manque ce qui lui manque peut-être une certaine idéologie ou un discours pour rallier autour d'elle d'autres adhérents. Alors que la même chose pour Daesh aussi en Irak, il est très difficile de voir aussi des jeunes rejoindre les groupes de Daesh en Irak, étant donné que toutes les voies maintenant sont complètement fermées et à cause d'une série de défaites extraordinaires. D'accord. Dr Hassam, vous avez cité en fait au milieu de l'émission que la stabilité économique est une des raisons de ces turbulences qui secouent beaucoup de pays au Moyen-Orient. En fait, comment parle-t-on de stabilité économique alors qu'il n'y a pas de... Est-ce la stabilité politique qui vient avant la stabilité économique ou la stabilité économique qui vient avant la stabilité politique? Les deux sont intimement liés, c'est-à-dire qu'une fois que le climat politique est stable et que le climat politique ou bien les autorités se rendent compte de l'importance de dossiers économiques, alors une fois que ces autorités sont convaincues de l'importance de ce dossier, moi je dirais, j'aimerais bien aussi... Mais comment peut-on témoigner d'une stabilité économique en Libye alors que c'est un pays... En Libye, mais c'est très difficile maintenant. En Syrie, en Irak et au Yémen. Il faut arrêter la guerre, c'est-à-dire il faut rallier. Vous savez qu'il y a deux gouvernements, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord. Comment voulez-vous que la stabilité politique ou la stabilité économique reviennent si, par exemple, les courants politiques ne sont pas d'accord? C'est-à-dire qu'il y a toujours une dispute, un litige, et que chacun de ces deux courants est soutenu par un certain nombre de tribus. Certainement, on ne peut pas voir, il n'y a aucun lieu de stabilité. Or, moi je reviens peut-être pour le dossier politique, certainement je dis, les deux sont intimement liés, et j'aimerais bien ajouter aussi un autre dossier, parce que sans quand même s'occuper de ce dossier-là, l'économie toute seule ne peut rien faire. Le climat culturel, en fait, le climat culturel engendre le terrorisme. C'est-à-dire que c'est un climat favorable, un climat favorable au terrorisme. Il faut quand même, par exemple, le fondamentalisme. Tout à l'heure, vous avez posé la question entre quel est le problème. Le problème du terrorisme, c'est le terrorisme actuellement auquel nous sommes confrontés, c'est un terrorisme lié, attaché au fondamentalisme. C'est-à-dire que la croyance, lorsqu'on croit qu'on possède, on détient la vérité absolue et que tous les autres sont infidèles, sont incroyants, il faut les combattre. Ça, et ça ne pourra vraiment se réaliser, c'est-à-dire la culture ne sera jamais saine sans l'éducation. L'éducation. Et le discours religieux aussi. Ah, le discours religieux, c'est un autre problème. Hein. Et la presse nous parle de la modernisation du discours religieux. Mais si, par exemple, dans les institutions religieuses, il y a des éléments qui sont à titre fondamentaliste eux-mêmes, comment voulez-vous qu'ils changent ou qu'ils modernisent leur discours? Est-ce qu'il est légitime, par exemple, de s'adresser à eux pour leur demander de moderniser leur discours? Ça, c'est une autre question. Une dernière question, puisqu'on parle toujours de Moyen-Orient, on parle du monde arabe, on parle climat régional. Oui. Aujourd'hui, comment vous voyez encore une fois le conflit palestino-israélien, la poursuite de la colonisation, les dernières déclarations du ministre des Affaires étrangères israélien? Où en est-on aujourd'hui? Voilà, c'est complètement bloqué. Hein. C'est complètement bloqué une fois que le président américain lui-même a dit la mise en cause, en fait, la solution à deux États, la mise en cause ce n'est pas la seule solution, et que certainement c'est une attitude qui a été applaudie par Netanyahou, le Premier ministre israélien. Là, vraiment tous les chemins. Et en même temps, on voit
davantage de colonies. C'est une position attendue de la part de Trump à son arrivée. Oui, il est attendu. Enfin, il est très difficile. Pour moi, personnellement, il m'est très difficile de compter sur le discours, bien que ce discours soit vraiment un peu, disons, pro-israélien, le discours d'un candidat à la présidentielle au moment de la campagne présidentielle. C'est-à-dire, c'est très difficile. C'est-à-dire, c'est un discours qui fait propagande et qui a pour seul but, justement, de regrouper autour de lui des alliés. Et certainement, hein, c'est l'allié israélien juif, le lobby israélien très important. Hein, et c'est pour cela qu'il a gagné. Mais on a vu quand même un changement d'attitude. Il a vers allègement un petit peu. Il allège, il atténue sa situation, il atténue son discours. Je pense que c'était sous la pression de ses conseillers. Or, revenant donc au dossier israélien, au palestinien, ça c'est très difficile actuellement et que on va encore une fois, on est case zéro, on va essayer de convaincre le président Trump, convaincre l'administration américaine de bien fonder de la cause palestinienne et le problème aussi de la colonisation ininterrompue des terres et des villes de la part d'Israël, ça pose un grave problème. Et comment vous voyez le rôle de l'Égypte, Dr Hassan? Le rôle de l'Égypte, enfin, l'Égypte adopte un rôle, c'est-à-dire en conformité avec tous les pays arabes. Et on a vu même hier une des déclarations qui a été faite par la Ligue arabe hier, c'est que la solution à deux États, on n'accepte pas d'autre chose. Et on doit mener encore une fois des négociations. On va faire son mieux pour convaincre tous les milieux politiques. Mais en tout cas, on a gagné quand même du côté de l'Union européenne. Oui. Les pays européens eux-mêmes sont convaincus de bien fonder cette solution. Oui. Absolument. D'accord. Merci infiniment, Dr Hassan Fattah. Vous êtes professeur de discours de langue. Merci. Merci infiniment. C'est la fin de cette édition de Direct, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec une nouvelle édition, une nouvelle équipe de Direct. Très bonne soirée.